J'ai dormi pendant 20 ans. Un jour les anges me poussèrent à réouvrir mes yeux de poussière. Le soi-disant c'est qu'elle est irrévocable. 2 fois 10 ans comme un de niveau 4. J'ai fait repartir l'encéphalogramme. J'ai des flashbacks de mes souvenirs quand j'ai mal au crâne. Le monde n'est plus le même. Je vois la mort des humains effrayés. J'aurais mieux fait de pas me réveiller. Parler des jeunes pour faire du clic. On aura beau tirer des leçons, ils veulent qu'on tire sur du flic. À mon réveil, le peuple est déchiré. Les noirs et les arabes ne sont plus désirés. Si t'as une barbe, ils te font toutes les misères. Suffit d'un bouc pour être un bouc émissaire. Mais que s'est-il passé? Pourquoi la haine? Un jour vous répondrez. On m'a parlé de tout effondrer. Pas jamais nous inédits, ils veulent t'immoler. Ils n'aiment que ceux qui marquent des buts ou qui font rigoler. Ils tolèrent pas tous ceux qui rêvent d'un ciel étoilé. Je peux marcher les seins à l'air, pas la tête voilée. Le monde est connecté, aucune chaleur, choqué de ce froid. Tout le monde se parle, personne ne se voit. Les femmes vont à la salle, poussent comme des bœufs. Tous les chichas, les hommes sont tous coiffés comme des meufs. Quand j'étais jeune, elles faisaient des bises dans le cou. Maintenant elles sucent des bites en couple. Il paraît qu'on avance et que les portes sont défoncées. Parce que des porcs se font dénoncer. J'écoutais du Wu-Tang et du Mobb Deep presque honoré. Loin de ces mecs aux mèches colorées. Où sont passés le sens et les paroles? Maintenant tout est fade. Je kiffais plus quand j'écoutais Fab. 20 ans plus tard, je me sens dépassé. Des gens sur les terrasses se font terrasser. Moi qui aimais la vie, je vois le peuple se faire ravaler. Englouti par la peur d'être rafalé. Pensez à faire le chiffre. Des jeunes ultra vifs disent de la coke, paraît que le shit n'est plus lucratif. Ils ont l'air plus violents, je pense aux mères de ceux qu'on enterre. Ça brûle un corps pour un commentaire. La prison a changé, les gamins tombent, on la rage au ventre. Ils ont les touches et les plaques chauffantes. On cache la vérité pour de jolis stats. Tous des portables, on suit leur vie sur des stories snap. Prison ferme ou passivité? Racaille ou homme d'affaires, la justice boite à 6 vitesses. Liberté pour les nœuds de cravate. T'as pas la chaîne sous la robe, tous les juges ont leur bleu de travail. Y'a plus besoin de remplir les salles obscures ou le Nikaya. Connu pour de la merde comme Rémi Gaillard. Aux USA c'est pire, on a vu Trump paraître hésitant. Frère, un jour Boudère sera président. On refuse les migrants, ces pauvres gens souvent mal habillés. Tous ces pays que Total a pliés. Les cœurs sont cimentés, la vie est dure alors on l'anticipe. J'ouvre les yeux, réveil violentissime. Réveil violentissime. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, la douleur s'efface quand je ferme mes yeux, la douleur s'efface quand je ferme mes yeux, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, la douleur s'efface quand je ferme mes yeux, la douleur s'efface quand je ferme mes yeux, je ferme mes yeux, ferme mes yeux, la douleur s'efface quand je ferme mes yeux. Salut tout le monde, tous ceux qui m'écoutent. Là, je vous ai mis une musique de Cynic, comme je l'ai mis là. C'est un de mes rappeurs préférés. Et là, je vais vous remettre une autre, le temps que je vienne. Voilà. Et là, je vais vous en mettre une autre. Et j'arrive. Hein, donc, merci cousin. Donc, je vous mets une autre de Cynic et j'arrive. Hein, comme ça, on va laisser le temps aux gens d'arriver. D'accord? J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, j'ai un problème sur un autre téléphone, un de mes téléphones. Je sais pas ce qui se passe là. Ah, c'est bon, c'est revenu. Allez, donc comme je vous l'ai dit, je vous mets une dernière musique de Cynic. Elle va durer 3 minutes. Donc on va laisser le temps aux gens qui veulent arriver d'arriver. Après, je répondrai à vos questions. Donc je vous laisse poser des questions. Bombarder en questions et j'essaierai de répondre à un maximum. Hein. Donc normalement ce direct il va durer jusqu'à un peu avant
l'adhan, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand on peut casser comment on dit, casser le ramadan. D'accord? C'est-à-dire que le ramadan de la journée est fini, on peut manger. D'accord? Le mudden, ça se dit. Allez, je vous mets la musique et j'arrive. Hein. J'ai compris que les années ça passe vite, c'est inquiétant. Je me rends compte que Kelly sort à 7 ans, le 20 septembre, que chaque jour les hommes s'autodétruisent à la hache. Et pour s'enfuir, les plus forts traversent les mers à la nage. J'ai vu l'écart entre la belle et la bête. Ici la guerre à la patate, mais à la peine et la paix dans la rue. Tu sais, les délits profitent aux hommes. Et dans 10 ans, le kilo d'âme sera au prix du kilo de pomme. J'ai compris tard que les regrets me pénalisent. Et ça fait mal quand je réalise que si peu de rêves se réalisent. Que j'avance pas, que leur justice ralentit. Que la France n'est pas si belle, ma propre histoire a menti. Que dans la vie, faire la paix n'est pas rentable. J'ai compris que faire la paix c'est le cauchemar du marchand d'armes. Je réalise la nuit des courses poursuites dans la ville. Mais n'ayez crainte puisque la mort n'est que la suite de la vie. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre, les joies et les larmes. Dans cette vie. Allez, c'est bon, on arrête la musique. Voilà, donc là, je vais essayer d'ouvrir des journaux pour voir ce qui se passe. Bon, il y a ma chaise qui encore m'emmerde. Donc, j'ai ouvert Algérie Part. Le cas de la France, qu'est-ce qu'il faut ouvrir? Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me conseiller? Le cas de la France, là, un bon article. Un bon journal. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui veulent me conseiller un bon journal? Cas de la France, hein? Ah, merci Erdogan, ça a avec toi aussi. Hop, c'est quoi cette musique? Donc, comme je disais, Valar, c'est Cynic, c'est mon chanteur, mon rappeur préféré. Cynic, il est top. Là, il chante pas trop, hein, sa dernière, je crois, chanson, c'est en 2018. Mais il est super génialissime. Là, je regarde hein, s'il y a des commentaires. Ah, Mazir Laidi a compris que c'était cynique. Ah, génial. Salah le Berbel. Azula Samistworth. Ça va Walid Ramsin. Et toi, j'espère que ça va. Tac, 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 tac. Là, c'est bon. Salut Boubsnoun. Ensuite. Là, j'avais regardé, je crois. Donc, il y a Rakim Dalsi. On va dire Rakim Dalsi qui me demande le taux d'intérêt actuellement. Je te cache pas que j'en ai aucune idée. Ça fait plus de 2 mois depuis le confinement, etc., que ça a commencé. J'ai pas trop regardé. Et je veux pas te dire de bêtises parce qu'à ce qui paraît, ça a remonté. Voilà. Donc il y a les taux qui ont remonté, mais je n'ai aucune info. Pourquoi? Parce que les banques, là, elles ont arrêté de traiter des dossiers. Et je veux pas trop me casser la tête à traiter des dossiers qui, il se peut qu'ils vont être rejetés, etc. Parce qu'il y a la donne qui va changer. Il y a des clients qui voulaient acheter, mais je pense que là, en voyant ce qui se passe, là, le chômage qui arrive, etc., ça va être chaud. Voilà. Donc, je sais pas. Donc, après, franchement, est-ce que c'est le moment d'emprunter de l'argent? Je suis pas sûr. Hein. Voilà. Donc, pour un financement immobilier, hein, bien sûr. Est-ce que c'est le moment de s'engager dans un crédit alors que on ne sait pas ce qui va se passer, ce qui va changer dans l'économie, on ne connaît pas le chômage qui va arriver, etc. Donc moi personnellement, c'est pas dans mon intérêt de te dire ça, mais je te déconseille de te lancer dans un crédit de suite. Hein. Patiente un petit peu, attends au moins 6 mois.
Le temps de voir à quelle sauce on va être mangé. Après, là, tu décideras. Voilà, c'est mieux. Mais n'hésite pas à me contacter. Après, sache que partout où tu es, hein, que ce soit en France ou. Mais, enfin, en France surtout, on peut traiter ton dossier, il n'y a pas de problème, hein. Même à distance, on peut le traiter. On a des réseaux pour ça. On travaille avec beaucoup de banques et tout, donc c'est pas un souci, hein. Donc je pourrais bien te conseiller. Allez, donc je regarde parce que là je vois qu'il y a du monde qui nous suit. Boum, 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 boum. Donc j'ai vu un. Ouais, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Franchement, c'est un sujet libre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de peut-être pour vous aider un petit peu, vous, pour vous aider un petit peu, je vais peut-être commencer avec un sujet comme ça. Je vais sélectionner au hasard. Mais n'hésitez pas à me. Cap Fouaoukas, merci de m'avoir répondu. Avec plaisir, il n'y a pas de souci, hein. Allez, allez, allez. Oui, donc juste pour vous dire, il y a un cousin là qui vient me dire j'aime bien ce que tu fais, etc. Je suis fier de toi. Par contre, ne te fatigue pas trop. Je le remercie parce qu'il a effectivement, il a entièrement raison. Donc, je vous cache pas que je vais pas, j'ai pas l'intention de passer ma vie derrière ces caméras, les caméras, etc. à faire des directs et tout. Donc, je vais essayer de vous faire quelques directs, ne serait-ce qu'un direct par semaine ou un direct chaque 2 semaines, plus tard après le déconfinement. Mais sinon, je vais m'occuper un petit peu de mes affaires, hein, de mes business, parce que sinon, il risque de couler. Salut Mounir. Donc, il faut que je m'en occupe, hein. Donc là, pour l'instant, j'en profite, je vous fais des directs parce que j'ai du temps. Voilà, il y a rien à faire. Enfin, très peu à faire. Voilà, donc quand le business va reprendre, j'aurai pas. Azula Dadi. Là, j'aurai pas le choix. Il faudra que je reprenne un petit peu mes activités, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je vous le dis à l'avance, hein. Donc, m'en veuillez pas trop. Mais je vais essayer quand même de vous faire des vidéos de temps en temps. Je vais commencer aussi à faire des petits MOOC. Donc les MOOC, c'est quoi? C'est des petits cours, d'accord? En vidéo. Et je vais répondre aux questions que vous vous posez. Donc ce sera des vidéos qui seront très souvent, qui vont toucher très souvent le secteur de l'économie en général, surtout les assurances, le financement, l'immobilier, etc. Après, je vais essayer de répondre aux questions que se posent les gens en France. Et même pourquoi pas aux questions que se posent les gens même au bled, hein, en Algérie, au Maroc, etc. hein. Si je peux répondre, hein, bien sûr. Salut Racine. Et voilà. Là, je vois que ça monte, hein, le nombre de gens qui nous regardent. C'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Il y a des réponses bêtes, mais il n'y a pas de questions bêtes. Donc, si vous avez des questions, foncez. Moi, je vais essayer d'ouvrir un petit peu les sites. Ah, je voulais juste parler. Attendez, je vais le noter d'abord. Oui, Samir, je voudrais bien faire un direct chaque semaine, mais il faut que je vois, il faut que je m'occupe un petit peu de mes business, hein. Quand ça sera le déconfinement, je ne sais pas combien de directs je pourrais faire, mais je vais voir, je vais essayer de vous créer un rendez-vous fixe. Azula Kamel. Je vais essayer de vous créer un rendez-vous fixe, mais voilà, combien de fois par mois ou par semaine, je ne sais pas. On verra, on va étudier ça. Parce qu'il faut savoir aussi que je vais quand même vous faire des émissions. Là, bientôt, on va lancer des émissions. J'aurai quelqu'un qui va être un expert, notre, comment dire, il va répondre à nos questions dans le domaine économique. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. C'est un entrepreneur qui a bien réussi. Je l'ai même interviewé il y a quelques années. Donc peut-être qu'il nous regarde là. Donc il a accepté l'idée de travailler avec moi pour faire des sortes d'interviews, comme ça se fait sur BFM TV avec Nicolas Dose, je crois, où on va parler d'économie, beaucoup d'économie. Il va nous faire profiter de son expérience qui est extraordinaire. Donc il va répondre à des questions. J'ai fait une proposition à un autre qui est plus spécialisé dans la géostratégie. Voilà, donc c'est quelqu'un, on va dire, il est très 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 informé grâce à son réseau.
Et donc c'est quelqu'un que je pourrais aussi inviter de temps en temps. Il va nous dire des choses hein, qui seront très très intéressantes. Voilà, donc il y a ça, il y a d'autres personnes. Donc au fur et à mesure, on va essayer de vous proposer un maximum d'émissions. Ouais, pourquoi pas. Euh, voilà, donc il n'y aura pas que des directs. Voilà, parce qu'avec le temps aussi, j'aurais dit beaucoup de choses. Donc ce ne sera pas très intéressant que je parle tout le temps, hein, que je fasse tout le temps les directs. Hein. Avec plaisir, cousin. Belkacem Nasri. Avec plaisir. Géostratège, moi, je pense pas. Mais il y a beaucoup mieux que moi. Il y a beaucoup mieux que moi. Et donc, c'est pour ça que je voudrais bien qu'ils viennent. Donc, je lui ai fait la proposition. Ce matin, hein, je lui ai fait la proposition par mail, etc. Donc, il me répondra. Il me répondra plus tard. Si ça l'intéresse, il viendra. C'est quelqu'un qui est très courageux. Donc, quand il viendra faire des directs ou traiter une émission comme ça avec moi, répondre à des questions, il parlera sans langue de bois. Voilà, donc il dira ce qu'il y a à dire. Il ne dépend d'aucun réseau, aucun système, il n'y a rien, il n'y a personne qui peut lui imposer quoi que ce soit, donc il fera ce qu'il veut. Donc il y a une bonne question là. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est que là, vu que j'ai répondu à une question sur le crédit immobilier pour le cas de la France, donc là, je vais répondre à une question sur l'Algérie. D'accord? Donc il y a Salah le Berbère qui dit la situation en Algérie ne présage guère la confiance, que doit-on faire? Je parlais de la situation économique. Franchement, comme je l'ai dit, le souci c'est le système lui-même en Algérie. Donc il est incapable de gérer quoi que ce soit. Donc franchement, j'en ai aucune idée. Donc si on avait par exemple un système un peu, ne serait-ce qu'un peu légitime, qui soit un peu patriote, qui veut vraiment travailler, il y a plein de solutions. Mais comme on a un système qui est un peu, voilà, comme vous le savez, donc je ne sais pas quoi dire. En plus, c'est des gens qui naviguent à vue, c'est-à-dire qu'ils ils font que, voilà. Azula Sabrina, merci de nous suivre. Euh, donc, euh, donc, je ne sais pas quoi vous dire. Par contre, s'ils étaient un petit peu intelligents, là déjà ce qu'ils devraient faire, c'est pousser les gens à retourner à leur terre, hein, recultiver leurs terres. Tous les gens qui ont des terres, et des gens qui ont des terres, il y en a plein, d'accord. Donc pour essayer de se protéger, ne serait-ce qu'un petit peu de la famine qui peut venir à tout moment. Ça, il devrait le faire, mais je pense pas qu'il soit assez malin pour le faire. Quoi d'autre? Il faut pousser au retour des arches, hein, des comités de village, etc., pour que les gens commencent à s'organiser tout seuls, ensemble, dans chaque village, et qui commencent à préparer ce qui va arriver, hein, la future crise, hein, la grave crise qui va arriver, qui sera économique, parce que le pétrole, comme vous le savez, il se vend maintenant à perte. Voilà. Donc je voulais répondre à une question. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question. Il ne comprenait pas trop comment est-ce qu'on peut vendre du pétrole à perte. C'est-à-dire, par exemple, moins 10 dollars. Il ne comprend pas. Eh bien, c'est pas le cas du pétrole algérien. D'accord. C'est plus le cas du pétrole, je crois, américain, etc. Donc, ceux qui n'ont pas compris, c'est simple. C'est-à-dire que les producteurs ont tellement de pétrole qu'ils n'ont nulle part où le stocker. Donc, ils sont prêts à payer quelqu'un pour acheter ce pétrole, pour le prendre, ce pétrole, et le stocker lui chez lui. D'accord? Donc, ils sont tellement qu'ils n'ont nulle part où le stocker, où ça coûte trop cher à stocker. Donc, ça les arrange plus de le vendre à perte, c'est-à-dire de payer pour prendre ce pétrole-là, plutôt que de le garder. Voilà. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on peut tomber sur un tarif de pétrole négatif. Donc, c'est-à-dire à moins 10 dollars par exemple. Donc, c'est-à-dire le mec qui te dit, je te donne 10 dollars le baril si tu les prends. Voilà, vas-y, stocke-les chez toi, je ne vais pas en entendre parler. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Voilà. Donc, je sais plus. Donc, je vais essayer de revoir un autre commentaire qui était là.
Il y a Gardien d'Ange qui me dit, c'est quoi ton avis sur la mise en perspective des projets de la nation? Quel projet? Ceux de Tebboune? Moi personnellement, ils n'ont pas de projet, hein. Je pense que, ouvertement, je pense qu'ils n'ont aucun projet, hein. Ils n'ont rien, hein. À part voter des lois liberticides pour mettre en prison des gens qui mettent des commentaires sur Facebook, moi je sais pas ce qu'ils ont comme projet, hein. Ils sont là, ils naviguent à vue, hein, ils en ont rien à foutre, hein. Moi je pense qu'ils sont en train de réfléchir à comment faire pour piquer un maximum d'argent du pétrole sans que ça se voit. Mais à part ça, je pense pas qu'ils doivent. Parce que l'équipe elle a pas changé, c'est toujours les mêmes, hein. Même si Bouteflika il est parti, mais ses copains ils sont restés, hein. Donc je vois pas quel projet ils ont. Moi, j'ai vu à peu près ce que, soi-disant, construire des logements sociaux, etc. Moi, je suis contre l'idée rien que de l'existence des logements sociaux. Moi, je considère que les logements sociaux, il n'y a pas plus honorable pour un homme que d'être chez lui, dans sa propre maison. D'accord? Moi, je suis pour une Algérie, je suis pour un monde de propriétaires. D'accord? Vraiment, la location, il faut que ça soit juste du provisoire. D'accord? Euh, Moi, je suis pour que les gens aient les moyens de s'acheter leur logement. Quitte à faire comme font les Russes. Par exemple, quand tu veux t'acheter ton premier logement, ils te donnent une somme d'argent. Ils t'aident avec une somme d'argent pour que tu deviennes facilement propriétaire. Parce que moi, j'ai remarqué en tant que courtier en crédit, j'ai beaucoup de gens, quand ils me viennent, c'est des jeunes. Ces jeunes-là, très souvent, ils ont pas d'économie. Ils peuvent pas avancer d'argent. Donc, il y a des banques qui veulent pas leur prêter. Et lorsqu'on trouve des banques qui acceptent bien de leur prêter, question taux d'intérêt, ils sont un peu méchants. Voilà. Donc, pourquoi ne pas faire de façon à ce que, par exemple, on aide les gens à devenir propriétaires? Pourquoi, par exemple, ne pas, au lieu de construire soi-même des logements sociaux, pourquoi ne pas prendre des promoteurs et leur dire, voilà, tu construis, tu vends aux gens, par contre, en échange, je te vends le terrain à un prix symbolique, je te le vends à 1 euro, d'accord? En échange, tu leur fais, aux gens qu'on cible, bien sûr, tu leur fais moins 30, moins 40% sur le logement, par exemple. Ça c'est bien, tu rends un logement accessible aux gens. Et ils deviennent propriétaires, quitte à payer un crédit pendant 20 ans, 30 ans, un petit crédit qu'ils vont pas sentir, qui va prendre une petite somme de leur salaire, et les gens seront fiers d'eux, feront des travaux dans leur maison, donc ils feront travailler encore plus l'économie. Je sais pas, il y a des gens, parce qu'il est propriétaire, il va refaire sa cuisine. Et bien il va faire travailler le cuisiniste, etc. Quand tu es locataire, tu fais pas de travaux dans ta maison. C'est le propriétaire qui les fait et il va faire le minimum. Donc il va pas trop se casser la tête. Donc pourquoi pas? Déjà c'est pas, puisqu'on dit dans une économie, quand le bâtiment va, tout va. Ben, déjà, ça peut être un début d'idée. Voilà. Donc là j'ai dit un truc. Je vais essayer de répondre là. Je regarde s'il n'y a pas une question en relation. Gardien d'ange, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais comme je dis, moi je prends pas très au sérieux ce que fait le gouvernement algérien. C'est pas. Gardien d'ange, là tu me dis il nous faut un direct chaque jour. Mais sache aussi que le problème, c'est que moi, j'ai pas assez, par exemple, comment te dire, j'ai pas assez de gens qui me regardent, surtout sur YouTube. Là, ma chaîne, elle se développe très très bien. Il y a encore 2 mois, il y a encore un mois et demi, j'avais 2 abonnés. Là maintenant, j'en ai 230 ou 35 ou je sais pas, 235. Et ça se développe. Chaque jour, j'en gagne de plus en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que Zitout ou je sais pas quoi là, que tu me dis, Amir DZ, Abdou Somal, c'est que ces gens-là, quand ils font des directs tous les jours, pourquoi? C'est parce que c'est leur boulot. Ils font que ça et ils gagnent de l'argent en faisant ça, puisqu'ils sont rémunérés par YouTube, etc., à cause des publicités, etc. Il y a des gens qui leur font des dons. Donc ils peuvent même se permettre de vivre de ça, d'accord? Donc ils peuvent se permettre de, s'ils ont un petit job, ou apparemment Zitout, il a une boulangerie. C'est même pas lui qui y travaille. Donc il y va 1 heure ou 2 heures par jour juste pour vérifier que tout se passe bien. Et après il revient, il travaille sur ses vidéos. D'accord? Mais moi je ne peux pas me permettre ça. D'accord? Moi je travaille, j'ai 2 business à gérer. J'ai une famille dont je dois m'occuper. Je suis un immigré.
ici en France, donc j'ai pas mes parents ici, ma femme elle a pas ses parents ici, donc il n'y a personne pour nous aider dans l'éducation de nos enfants ou nous les garder, etc. Donc c'est un peu compliqué, d'accord? Ça il faut me comprendre sur ça. Mais plus tard, quand j'aurai beaucoup plus de suiveurs, etc., et que YouTube va commencer à nous rémunérer, etc., et qu'on va commencer, qu'il y ait des gens qui nous aident financièrement et que je vois que ça peut m'aider, que ça peut me pousser à ralentir un petit peu mon travail, à prendre un salarié supplémentaire dans ma société pour m'enlever m'enlever du travail, là je pourrais peut-être me concentrer un petit peu plus. Voilà. Mais pour l'instant, voilà. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Quand ma chaîne se développera convenablement, il me faudra un petit peu de temps. Là, je pourrai vous faire des directs tous les jours. Est-il intelligent? Donc là, il y a une question qui vient de mon compte du Bled, mais apparemment, c'est quelqu'un qui est à la fois au Bled et à la fois en France. Donc, c'est une question qui peut intéresser tout le monde, hein. Donc, est-il plus intelligent d'acquérir un bien immobilier en cette période en France? Pas du tout. Il faut rien acheter là actuellement. Pourquoi il faut rien acheter? Parce que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps où apparemment il y a les notaires de France qui prévoient une baisse de 15% dans les mois à venir des prix de l'immobilier. Voilà. Donc il faut être fou pour acheter maintenant, pour dans 3 4 mois que ça vaille, je dis 3 4 mois, peut-être un an, que ça vaille moins 15%, peut-être moins 20%, peut-être moins 25%. Hein. Parce que le phénomène, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vu que là, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, donc il y a certains ils seront obligés de vendre leurs biens immobiliers qu'ils n'ont pas fini de payer parce qu'ils ne pourront plus payer, ils vont devenir locataires, donc il y aura beaucoup de biens en vente, il y aura moins d'acheteurs parce qu'il y a moins de gens intéressés parce qu'ils ont perdu leur travail, donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup d'offres, donc beaucoup de logements à vendre, mais très peu d'acheteurs. Donc quand on a ce phénomène, généralement ça fait baisser les prix, d'accord? Donc, ce qui fait que moi, personnellement, en tant qu'investisseur, je n'ai pas encore investi dans l'immobilier, mais c'est prévu. Je n'achèterai pas. C'est pas le moment pour moi d'acheter, pas du tout. Voilà, je suis obligé, il faut patienter euh, et, euh, et attendre le bon coup. Voilà, comme on dit dans l'immobilier. D'accord? Voilà, il est lent ton texte, Fels. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que. Ah, j'ai répondu, hein. Là, il me parle du fait que le pétrole s'est vendu à moins 37 dollars. Ah, d'accord, ok. Ok. Ouais. Tu vas finir, il y a un gardien d'ange qui me dit tu vas finir par avoir une armada derrière toi. Je ne demande que ça. Je ne demande que ça. Aidez-moi, partagez mes vidéos, abonnez-vous à ma page YouTube, etc. Faites-moi de la pub et il n'y a pas de souci. Il y a Rakim Dalsi, je crois, qui m'a posé la question à chaque fois. Donc je te disais, j'en ai aucune idée actuellement. Parce que je ne sais pas quel est le taux d'intérêt actuellement, parce que ça fait plus de pratiquement 2 mois, je regarde plus. D'accord? J'essaie plus de savoir parce que ça sert à rien, parce que les banques ont tout bloqué. Donc, mais à ce qui paraît, les taux ont remonté. Donc, si on était sur 20 ans il n'y a pas longtemps à 1,50, peut-être qu'on est à 2. Salut Nadir. Voilà, donc je regarde. Après, j'ai eu une bonne question sur le machia, je crois. Attendez, j'ai touché un truc. Hop, hop, donc je vais. Eh merde, c'est quoi ça? Putain. Ah, il y a Sabrina qui m'a posé une question. Ok, je regarde s'il n'y a pas une question plus en haut. Comme ça. Non. Donc je vais répondre à Sabrina Montpellier. Attends. Pour investir dans l'immobilier, est-ce que c'est mieux de créer une SCI ou bien de rester sur l'impôt sur le revenu? Merci d'avance. Euh, donc ça dépend de ce que tu veux faire. Ok. Une SCI, quand est-ce que moi je peux la conseiller?
c'est quand, par exemple, il y a plusieurs cas, donc j'espère que je vais rien rater de tout ce que je vais t'expliquer, mais moi, pour moi, une SCI, donc Société Civile Immobilière, c'est bien lorsque, par exemple, vous voulez acheter à plusieurs. Donc une SCI, par exemple, Société Civile Familiale, ou tu vas acheter avec des copains, etc. Ça, c'est très bien. Ok. Et aussi, ce qui est très bien, c'est que, imaginons, tu as une entreprise, d'accord? Si tu as une entreprise, etc., et que tu peux faire à tout moment faillite, donc avoir des dettes, ben avec le fait d'avoir des biens immobiliers en SCI, et ben c'est très très difficile pour l'État ou tes créanciers de te faire saisir ta SCI, donc de te saisir tes biens. Parce que c'est deux sociétés différentes, etc. C'est une société morale. Ok. Donc ça peut être un très très bon moyen de protéger tes biens, d'accord? De te protéger de la faillite totale. Ok. Donc ça peut être bien aussi ta maison principale de la mettre en SCI aussi. Ça peut être intéressant. Donc, une maison principale, moi je suis pour qu'on la mette en SCI. Par contre, attention, il y a des banques, c'est des emmerdeurs. Ils n'aiment pas financer la résidence principale en SCI parce qu'ils savent que ça devient compliqué à saisir si tu n'arrives pas à payer au bout de quelques années. D'accord? Donc soit ils veulent pas, donc il faut chercher ailleurs. Et si je trouve une banque, généralement, je l'ai déjà fait pour un client, le taux est un peu plus élevé. D'accord? Parce que, soi-disant, aux yeux des banques, le risque est plus élevé. OK? Ça, il faut le savoir. Ensuite, si tu veux, par exemple, investir toi, dans l'immobilier, dans le but de louer, tes premiers biens immobiliers, tu peux les acheter en nom propre, ça peut être intéressant, mais à condition, par exemple, que tu les mettes en location meublée. D'accord? Tu fournis quelques meubles. C'est-à-dire, il faut que le principe est simple. Qu'est-ce que c'est qu'un appartement meublé? C'est que c'est un appartement où tu as la personne qui vient, ton locataire, est censé venir avec ses vêtements, sa brosse à dents, et pouvoir vivre dans la maison. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une télé, il faut qu'il y ait une table, il faut qu'il y ait les ustensiles pour manger, pour faire sa cuisine, il faut qu'il y ait un petit frigo, etc. Ok. Donc là, tu équipes la maison. Tu peux l'équiper pour 1500 euros, hein, peut-être même pas. Mais l'avantage, c'est que tu as un abattement fiscal de 50%. Voilà, donc tu payes 50% d'impôts en moins, ce qui est pas mal. Et en sachant même en même temps, tu peux peut-être, le prix de ton bien immobilier, tu peux le louer un peu plus cher à ton locataire en lui justifiant que grâce à toi, il n'a pas besoin d'acheter une télé, il n'a pas besoin d'acheter une machine à laver, etc. Donc tu lui dis, écoute, je te fournis ça, donc en échange de te louer à 600 euros par mois, ce serait bien que tu me verses 630, 650, ça dépend. Donc tu peux gagner 50 euros de plus par mois, qui si tu fais tes calculs et que ton locataire est bienveillant, c'est pas un casseur de matos, tu vas facilement te les faire rembourser et faire rembourser ton investissement, hein. Et en même temps, tu es gagnante puisque tu as moins 50% d'abattement fiscal. Et je peux te dire qu'au bout de 2000, je crois que tu peux aller jusqu'à 2500 euros de loyer, hein. Sur 2500 euros de loyer, ça va vite, hein. En économie, hein. Tu peux économiser peut-être 200, 300 euros par mois. Euh, voilà, c'est ça, sur 2500 euros. Sur 2500 euros de loyer, tu peux économiser 200, 300 euros par mois facilement. Ok. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu en as une autre, vas-y, hein, profites-en. Cathy Jamprod m'a posé une question sur la venue du Machia pour les Juifs est-il un projet mondial? Pouah, là, tu me poses une question. Moi, pour moi, le projet mondial, pour moi, hein, le projet mondial, c'est de préparer la venue du Dajjal. Dajjal, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Dajjal, c'est l'Antéchrist. Qui va faire semblant qu'il est le Machia. Voilà, pour qu'ensuite, à un certain moment, quand il nous aura bien baratiné, il va se déclarer Dieu. Voilà. Donc, si c'est pour préparer la venue du vrai Machia, je ne sais pas. Il y a certainement des gens qui travaillent à ça, hein. On le voit sur Internet et tout, des gens qui travaillent à ça. Après, est-ce que c'est des gens qui travaillent pour préparer la venue du vrai Machia ou c'est des gens qui travaillent pour préparer la venue du Dajjal, de l'Antéchrist? Ça, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai découvert à force sur Internet. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc après, il faut dire les choses comme elles sont. Les vrais juifs, je ne parle pas de la synagogue de Satan, hein.
ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, et qui ont un défaut dans le cœur, d'accord, c'est des gens mauvais dans leur nature. Ça, je ne parle pas de ceux-là, ça c'est sûr qu'ils vont suivre le diable, etc., qui prépare sa venue. Mais les vrais juifs, je suis vraiment désolé, ça va pas peut-être plaire à certains, il y a des gens très très bien parmi eux. C'est des gens extraordinaires. Ils sont d'une intelligence énorme, d'une sagesse incroyable. Voilà. Après, c'est comme tous les peuples. C'est pas tous des anges. Voilà. Mais grâce à Dieu, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer certains avec qui j'ai fait du business, etc. Ils m'ont agréablement surpris. Voilà. C'est pour ça. Donc ne tombons pas dans le piège, comme je l'ai dit avec mon copain, là, enfin mon copain, le monsieur que j'ai interviewé là, Pascal Trefengui. Ne tombons pas dans le piège de l'international nazi qui veut à tout prix casser disons, l'image des musulmans et des juifs en général pour justifier notre extermination à venir. Et quand je dis musulmans, et même chrétiens, mais surtout la race, ce qu'on pourrait appeler la race sémite. Donc il faut faire très attention. Voilà. Excusez-moi 2 minutes, il y a mon fils qui veut rentrer de force dans la chambre. Il veut venir. Viens, mais tu repars. Allez. Ça y est, il veut plus? Allez, c'est bon. Désolé, c'est mon fils. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question, mon cher Cathy Jamprod. Voilà. Là, je regarde si j'ai des questions, parce que je sais qu'il y a des questions qui sont arrivées. Salut Salim. Attends. Avec plaisir, Salah, hein, pour la réponse sur la SCI. Ah, merci Laïd Hassani qui me dit qu'il vient de me découvrir depuis quelque temps, et qu'il adore ce que je fais et il me remercie pour mon franc-parler. Avec plaisir. J'ai toujours été comme ça, c'est pour ça que j'ai eu plein d'ennuis. C'est ce que je raconte dans mon livre que je suis en train de préparer. Donc je vous en ferai profiter plus tard. Voilà. Donc je le prépare, mais je prends mon temps pour l'écrire, hein. Merci gardien d'ange. Voilà, ça c'est une bonne question, ça c'est bien. Par contre, je vais répondre à cette question sur la France, mais je voudrais bien des questions aussi sur l'Algérie, peut-être le Maroc, s'il y a des Marocains qui nous regardent, peut-être sur l'Europe, peut-être sur l'Afrique. Voilà, ok? Parce que moi j'ai remarqué il y a du monde qui me demande en ami, des gens qui me suivent de partout, hein. Ça commence à devenir un peu... c'est cool là, ça me plaît. Donc j'ai vu même, il y a même des gens qui viennent de pays africains qui me suivent, je crois. Donc si vous êtes là, vous nous écoutez, n'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez. Ah, si j'ai pas de réponse, je réponds pas. Mais si j'ai un semblant de réponse, je vais essayer. D'accord? Donc là, il y a une bonne question. Macron a promis d'aider tout le monde, les particuliers, les entreprises. Rien que pour Air France, il a débloqué 7 milliards. Comment pourra-t-il financer tout ça? Franchement, c'est une excellente question. Parce que moi-même, j'en ai aucune idée. Et moi, il m'impressionne, hein. Le mec, pour sortir quelques milliards, lorsque les infirmiers manifestaient dehors, il a préféré les faire tabasser par ses copains flics, juste en disant il n'y a pas d'argent à donner, il n'y a plus de pognon. Et là, tout d'un coup, avec cette crise, il sait que c'est une crise où tu es obligé de sortir du pognon, sinon c'est la ruine. Là, il a réussi à trouver beaucoup d'argent, en sachant que nous sommes en situation de déficit, d'accord? L'État français est déficitaire, hein, c'est-à-dire il dépense plus que ce qu'il gagne, donc il est à chaque fois obligé d'emprunter. Ça, c'était même avant la crise. Là, on a aggravé le déficit. On est en situation de récession économique. C'est pas moi qui le dis, et moi je vous parie que à la fin de l'année 2020, enfin début de l'année 2021, quand on fera nos calculs, on va se rendre compte qu'on n'est pas loin des 20% de récession. D'accord? Moi, je fais le pari avec vous. Là, on est à 10%, ils annoncent 10%.
Mais là, on va pas être loin de 20%. Comment il va le faire? Moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la planche à billets. D'accord? Quelque part, la planche à billets, c'est quoi? C'est émettre de l'argent, d'accord? De la monnaie. Boum, 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 boum. Mais c'est de l'argent qui, réellement, si on regarde bien, il n'existe pas. D'accord? C'est de l'argent virtuel. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la monnaie de singe. Donc, ils prennent le risque qu'il y ait une grosse inflation, etc. Et en même temps, comment vous expliquer? Comment m'expliquer? Euh, c'est des gens qui sont en train de jouer avec le feu, d'accord? Donc ils sont en train de donner de l'argent qu'ils n'ont pas réellement, ok? Donc euh, voilà, donc je sais pas. Donc c'est ça, c'est tout ce que. Et après il va faire certainement des emprunts aussi. Il va essayer d'obtenir des emprunts au marché international, hein, financier international, comme ils font d'habitude. Mais le problème, ce qui va se passer, c'est que là, apparemment, on était à pratiquement 100% de taux d'endettement par rapport au PIB. Là, on va monter à 120% à cause de cet argent-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que ceux qui prêtent de l'argent vont de plus en plus se rendre compte que la France n'est pas solvable, que le gouvernement français n'est pas solvable, qu'il est en train d'emprunter de l'argent qu'il ne remboursera jamais. Donc, il va être mal noté. Donc, il n'y a plus personne qui voudra lui prêter de l'argent au moment où il sera vraiment dans la merde. Cas, par exemple, des Grecs, il y a quelques années. Hein, et ça dure, apparemment. Ça dure. Et même, certains Grecs se disent qu'ils se sont retrouvés colonisés. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ils sont en train de jouer un petit peu avec le feu. Hein. Voilà. Je pense qu'ils sont en train de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Tout simplement. Donc, c'est pour ça. Mais à un moment ou à un autre, il faudra soit le rembourser, soit le trouver, soit, je sais pas. Comment. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, je crois dans un direct, je sais plus quand. Moi, ce qui me fait peur, c'est un retour au. Peut-être la France va peut-être être tentée de revenir à son ancienne politique coloniale. C'est-à-dire que le néocolonialisme, comme il est fait actuellement, où euh, ils essaient de s'accaparer des secteurs dans certains pays en Afrique, etc., comme je crois l'or, etc., au Mali. Là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de s'accaparer tout le pays, enfin tous les pays qu'ils auront visés pour prendre leurs richesses et pouvoir rembourser leurs dettes, peut-être. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très très attention, en sachant aussi que les néo-nazis et les néocolonialistes ou les colonialistes sont très puissants ici en France, très présents. S'ils peuvent influencer le gouvernement pour revenir à son ancienne politique coloniale, moi je pense qu'ils le feront sans aucune hésitation. D'accord? Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui me pose une question sur l'Algérie, le carburant, c'est intéressant. Donc, il me dit, les prix des carburants à la pompe sont en baisse partout dans le monde. En revanche, en Algérie, rien n'a été changé. Expliquez-nous. Parce que tout simplement, il faut savoir que le carburant en Algérie est subventionné. C'est-à-dire, imaginons par exemple que normalement, en Algérie, on est censé payer le gasoil, si je ne me trompe pas, on est censé le payer normalement 100 dinars. Si on devait vraiment payer son vrai prix, c'est 100 dinars. Mais je crois qu'il coûte 25, non, le litre, je crois. Donc, ce qui fait que les 75, c'est une subvention de l'État. Donc, c'est l'État qui prend en charge cette différence. Ce qui explique pourquoi, par exemple, il y a un trafic de carburant entre l'Algérie et le Maroc. Parce qu'au Maroc, le carburant est beaucoup plus cher, parce qu'il n'est pas subventionné. Donc, il y a des Marocains qui préfèrent venir, enfin, l'acheter à des Algériens, qui leur livrent avec des 404, des petits camions, à un prix algérien, plus la marge du trafiquant, et eux le revendre chez eux, ça leur revient encore moins cher que s'ils le payaient au Maroc. D'accord? Donc voilà pourquoi il n'y a pas de baisse de prix. C'est parce qu'à l'origine, le prix du carburant en Algérie est subventionné. Donc l'État assume une bonne partie de son prix réellement, ce qui permet à l'Algérien d'avoir de l'essence pour pas cher, ou du carburant pour pas cher, contrairement à son prix réel. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Karim Oub. Oui, Samir, donc l'immobilier il va baisser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va baisser dans les mois à venir. Il y a les notaires français, ils parient sur une baisse de 15%.
dans les mois à venir. D'accord? Moi, je pense que ça peut aller plus loin encore. Ça va dépendre de la crise économique, comment elle va être gérée, comment ça va se passer. D'accord? Ça va dépendre du taux de chômage, des gens qui vont perdre leur emploi, ceux qui vont pouvoir retrouver ou pas. Mais je pense que là, à la France, mine de rien, on est rentré dans une situation où les gens qui ont perdu leur travail auront vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à retrouver un autre travail. Voilà. Parce que le chômage il sera tellement élevé que ça va être très très compliqué de retrouver du travail. Et après, je tiens à répondre à certains économistes qui ont été payés pour vendre de la positivité aux gens. Moi, ce que je dis, c'est une honte. Je dis que c'est une honte ce qu'ils font. Parce qu'ils essaient de baratiner les gens pour les rassurer, pour éviter qu'ils paniquent. Donc, ceux qui disent qu'il y aura une reprise en V, bientôt, je vais ramener un tableau spécialement pour pouvoir faire des petits dessins, des petits schémas pour mieux m'expliquer sur l'économie. Donc, une croissance en V, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va se retrouver là actuellement, qu'est-ce qui se passe? L'économie, elle a fait ça, d'accord? Elle a baissé. Donc, eux, ils parient, ils disent qu'ils parient sur le fait que dès qu'il y aura un déconfinement, l'économie va faire ça. Elle va redémarrer pour retrouver son ancien niveau. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que ça sera plutôt une croissance en U. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça va baisser, là maintenant. Après, ça va reprendre, mais très, 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 très lentement pour que ça reprenne après. D'accord? Après, le très lentement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il se peut que c'est des mois, il se peut que c'est des années. D'accord? Donc, euh, moi, je crois à ça. Pourquoi ça va reprendre en U? Il y a de fortes chances que ça reprenne en U et non pas en V. Et aussi, il y a une possibilité, c'est que ça reprenne jamais. Donc c'est du L, donc c'est-à-dire il y aura une baisse, et après ça va rester tout le temps comme ça. C'est possible aussi, d'accord? Mais il y a plus de chances que ça soit en U, enfin je l'espère, pour nous tous, hein, parce que sinon ça va être la merde. Donc ça va être en U, parce que ce qui va se passer, c'est que là maintenant, les gens qui vont perdre leur emploi, ils vont, donc les sociétés qui vont fermer, etc. Donc ces gens-là, ils vont perdre le revenu. Ils vont manger, ils vont dépenser leur épargne. D'accord? Donc ce qui fait que là, même si l'économie, elle reprend, ces gens-là qui avant s'achetaient des jeans, s'achetaient des chaussures, aller 2 fois par semaine au restaurant, etc. Ben, ces gens-là, ils vont aller une fois par mois au restaurant, peut-être une fois chaque 3 mois. Leurs jeans, leurs vêtements, ils vont les traîner. S'ils sont achetés 2-3 par semestre ou un truc comme ça, là, ils vont les traîner des années. Donc, ils vont plus s'acheter parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc, le problème, donc l'économie ne va pas reprendre d'une façon convenable, juste parce que les gens n'auront plus d'argent à dépenser. D'accord? Et comme je l'avais expliqué aussi une autre fois, dans une de mes vidéos, où je disais que cette crise risque d'être très très grave. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est même pas encore relevé de la crise de 2008. Donc il faut savoir que la crise de 2008, mine de rien, elle a ruiné beaucoup de gens. Elle a poussé beaucoup de gens à dépenser leur épargne. Elle a empêché beaucoup de gens de se constituer une épargne, d'accord? Parce qu'ils devaient se relever de la crise de 2008, d'accord? Donc ces gens-là qui avaient au départ en 2008 un matelas financier pour résister, là ils n'ont plus ce matelas, d'accord? Donc ce qui fait qu'il y a un risque qu'on arrive comme ça à une croissance en U, d'accord? Mais la stagnation de la croissance, je ne sais pas combien de temps elle va durer. D'accord? Ça peut être en mois comme ça peut être en année. Voilà. Hop, je ne sais plus si j'ai répondu à la bonne question. Non, c'était moi, je crois qui. Oui, Salah. De toute façon, j'ai fait une vidéo où je disais que le revenu universel était inévitable. Par contre, pour surmonter cette crise. Par contre, il faut trouver, par exemple, dans le cas de l'Occident, il faut trouver un moyen de le financer. D'accord? Dans le cas de l'Algérie, c'est un peu plus simple. Parce que j'ai fait une vidéo où je disais qu'on pourrait financer avec les revenus des hydrocarbures, le pétrole, le gaz, d'autres richesses, hein, d'accord? Du sous-sol, hein, il y a d'autres richesses hein, qu'on pourrait utiliser dans le but de financer le revenu universel. Ça en Algérie. Peut-être un peu au Maroc, parce que je crois qu'au Maroc aussi, ils commencent à découvrir du pétrole, etc. Il y a des richesses dans le Rif, en sous-sol, etc. Je crois qu'il y a du phosphate, il y a des richesses qu'il faut exploiter. Donc il y a moyen peut-être de financer facilement avec l'Afrique en général, on a des richesses.
pourvu juste qu'on, nous, les Africains, on les récupère, nos richesses, qu'on les exploite. D'accord? Donc il y a moyen de financer un revenu universel. Par contre, pour l'Occident, c'est une terre moins riche, d'accord? Beaucoup moins riche. Donc, quel est le moyen pour eux, par exemple, les Occidentaux, de financer un revenu universel? Moi, je pense qu'il faut se créer, s'inventer un nouvel esclave. Et le nouvel esclave qui va financer ça, ça va être pour moi certainement la machine, d'accord? Les IA, l'intelligence artificielle, d'accord? Vu que maintenant, ce qui va se passer, je vais vous donner un cas tout simple. Il y a un phénomène, par exemple, là ça commence à se développer, mais c'est encore lourd parce que c'est cher, les box à pizza automatiques. C'est-à-dire que tu installes dans un parking ou quelque part une box à pizza. Donc c'est la machine qui fait tout. Tu lui mets juste les ingrédients et c'est elle qui fait tout. Donc c'est elle qui fait le pizzaiolo. Donc elle prépare la pizza, elle met les ingrédients, elle la pose au client. Le client, il n'a plus qu'à payer. Donc il doit d'abord payer pour que ça soit validé. Il récupère sa pizza, il part. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a éliminé un job, un emploi, si ce n'est pas plusieurs jobs. D'accord? Donc on a éliminé par exemple le métier de pizzaiolo. Ok? Et bien pourquoi ne pas inventer une taxe spéciale envers ce genre de machine totalement automatique? D'accord? Là par exemple il y a Tesla qui veut inventer, qui a commencé, c'est sur le bon chemin, inventer des gros cargos. Des bateaux cargo pour transporter la marchandise qui sera totalement automatique. D'accord? Donc il n'y aura plus de conducteurs, je ne sais pas comment on les appelle, etc. Donc là, on est en train d'éliminer aussi un autre métier. Donc pourquoi pas ne pas imposer des taxes à ces machines-là, à ces détenteurs de machines, d'accord, qui vont reverser à l'État. Et l'État va jouer les intermédiaires, donc va fournir ça à un fonds. Et ce fonds-là est censé verser le revenu universel pour tous les citoyens. Voilà. Donc pourquoi ne pas penser à ça? Parce que moi je pense qu'avec le temps, la machine, les IA, l'intelligence artificielle sera très très présente dans la vie de l'homme. Par contre, il faut faire attention à son contrôle parce que, comme l'a dit Elon Musk, le fondateur de Tesla, la marque automobile électrique, il a dit tout confier à la machine ou aux IA, c'est comme si on confiait sa vie au démon, au diable. D'accord? Donc il faut faire très très attention à ça. Donc il faut contrôler tout ça. Ok? Donc c'est bien les machines, mais il ne faut pas leur laisser l'occasion de contrôler nos vies. Il faut que l'homme garde le contrôle sur ces machines. Il faut qu'elles soient un outil pour l'homme, pour lui permettre peut-être de travailler moins. D'accord? De, de rendre son travail moins pénible. D'accord? Ça, c'est bien. Mais voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Missipsa Azog, petit cousin, qui me dit quelle sera l'ampleur de la crise économique à venir à court et à long terme. Donc, je ne sais pas, parce que ça va dépendre de la gestion qui sera faite par les États. Mais on va sortir avec des États ultra endettés. D'accord? On va se retrouver avec des États ultra endettés. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de chômage à résorber, donc à enlever. D'accord? Donc voilà les deux situations qui sont vraiment, je pense, inévitables. D'accord? Après, pour le reste, donc il y aura de la misère, il y aura de la pauvreté. Donc il faut se souhaiter bonne chance. Voilà. Parce que ça va être très très compliqué. Ensuite, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je crois, faites attention parce que ce genre de situation où on se retrouve avec des pays exsangues, c'est-à-dire qu'ils sont foutus économiquement, mais qui ont encore une armée un petit peu puissante, vont avoir l'idée de faire la guerre pour garder l'unité nationale, parce qu'il faut se créer un ennemi, d'accord, et pour essayer de s'accaparer les richesses des autres pays, d'accord, parce que le peuple crève la faim, donc il faut bien aller chercher cette nourriture quelque part. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, ça il faut faire attention. Ce genre de situation économique, généralement, donne naissance à des guerres. Ok? Parce qu'il y a même des pourris, des gros cinglés, qui pensent que la guerre est le meilleur moyen de faire redémarrer l'économie. Donc vous imaginez, c'est-à-dire il faut tout détruire, il faut crever tout le monde, etc. pour faire de la place. Si on crève tout le monde, on fait de la place. Et si on détruit tout, donc il y a moyen de provoquer des dépenses
qui vont relancer l'économie. Donc, il y a des fous qui croient vraiment à ce genre de truc. D'accord? Je regarde hein, s'il y a des commentaires que j'ai pas ratés. Les amis, qu'est-ce que vous en dites? Je suis en train de travailler sur des vidéos en langue arabe. D'accord? Mais j'hésite à les publier. Est-ce que vous pensez que ça va être bien ou pas? Je vais parler d'économie, etc. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être bien ou pas? Parce qu'il y en a qui me demandent de les faire, mais j'hésite à les faire. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une chaîne où je serai en bilingue, peut-être que même de temps en temps je ferai des trucs en anglais, est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas? Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à me faire des commentaires pour me dire votre avis, ça m'intéresse. Je voulais répondre à une question d'un un de nos spectateurs. Il y a longtemps, il m'avait dit il y a un remède qui a été inventé apparemment à Madagascar. Euh, Comme par hasard, il y a le blackout dessus. On n'a pas trop compris pourquoi. C'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il y a le président du Madagascar lui-même qui annonce que ça marche. Donc, euh, donc c'est un, un remède qui est à base d'une plante locale qui s'appelle l'artémisia. L'artémisia. D'accord? Tu l'as fait sous forme de tisane, tu la bois, apparemment ça marche. Donc, est-ce que c'est vrai? J'en ai aucune idée. Voilà, donc je ne sais pas. Mais ce qui m'intrigue, c'est que j'en ai pas entendu parler à la télé. Je sais pas vous, mais moi j'en ai pas entendu parler. Pourquoi ils en parlent pas? Voilà. Donc, est-ce que c'est parce que ça vient d'Africains, donc ils veulent pas accepter cette idée que les Africains peuvent sauver le monde? Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Voilà. Voilà, c'est tout ce que. Mais apparemment, selon le président, comment on dit déjà, Madagascar, apparemment, ça marche. Donc, il est convaincu que ça marche. Je sais pas. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question de notre ami, parce que, je sais pas. Moi, je trouve ça étrange. Si vraiment ça marche, lui, il est convaincu que ça marche, ben, qu'on en parle. Qu'on en parle au moins un petit peu à la télé, hein. Attendez, je regarde parce que j'ai vu un truc passer. Oui, mais c'est ça, ouais. Je pense que c'est une bonne idée, ouais. Je dirais même en toute modestie que c'est une idée de génie. Ah, malgache. Effectivement, Malek. Exact, exact. Et sachez, justement, pour vraiment, comme anecdote, comme par hasard, mon premier client, le premier client que j'ai fait dans le financement immobilier, c'était un malgache. Et je lui ai racheté son crédit immobilier parce qu'il avait un taux d'intérêt trop cher, trop élevé, pardon. Et c'était un malgache, effectivement. Il était camionneur, il conduisait un camion. Donc il avait un bon salaire. Et je lui ai fait racheter son. Jamais j'oublierai, c'était mon premier client. Ça s'est très très bien passé. Il était très content de mon travail. Malgré que moi, j'ai paniqué parce que voilà, hein. Euh, voilà. Bon, je l'ai fait avec l'aide du courtier chez qui je travaillais un petit peu pour prendre de l'expérience. Mais voilà, ça s'est bien passé. Ah merde, j'ai touché quelque chose. Je regarde parce que putain, j'ai trois écrans là et j'ai même pas regardé un autre écran. Est-ce qu'il n'y a pas des questions là? Ah merde, il y a des questions. C'est sur la page Samuel M. Nasri, la page officielle.
Obes Tacos, qui est un client chez nous. C'est Morad normalement, c'est toi, hein. Tu es client chez nous pour ta voiture de société. Donc il me dit, salut, c'est quoi les solutions pour les petites entreprises? Franchement, moi je vais te dire un truc. Justement, moi j'ai vu euh, des, j'ai vu comment dire, des, 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 euh, des kebabs comme le tien, etc., qui ont ouvert ici. Moi, je m'attendais à ce que le fait que les McDo soient fermés, etc., qu'il y ait beaucoup de monde chez eux. Mais quand je suis allé chercher un tacos, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas autant de monde que ça. Donc je me suis dit, ah putain, ils doivent même eux souffrir. Moi, je pensais que parce que c'était de la nourriture, que les McDo, etc., sont fermés. Donc, logiquement, ils doivent travailler un truc de fou. Ça doit être là. Normalement, c'est la bagarre. Mais j'ai été étonné, j'ai pas vu beaucoup de monde. Je suis même allé à deux tacos. Bon, certes, je suis allé vers 14h, 15h, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais vu que tout le monde est déréglé, parce que nous-mêmes, on est déréglé, des fois, on déjeune à 16h, hein. Là, maintenant, c'est le ramadan, mais avant, il y a deux tacos. À chaque fois, j'étais seul dans le tacos à commander. Donc c'est vrai que moi je pense que le secteur alimentaire, surtout la restauration comme ça, même si ceux qui livrent, je crois, ils doivent souffrir parce que les gens, c'est comme si ils avaient peur d'acheter, ils avaient peur de se prendre le virus dans la gueule, etc. Donc je pense que la consommation a beaucoup baissé. Donc la solution pour les petites entreprises, dans le cas de la France, hein, il y a, moi, à mon avis, quelle est la solution? Franchement, la restauration, j'ai pas beaucoup réfléchi à ça, parce que je sais que c'est un secteur très très compliqué. À part, moi je pense que déjà pour aider les restaurants, les tacos, les machins à survivre, moi je pense qu'il faut totalement supprimer les charges sociales. Je pense. Je conseillerais aussi par exemple, aux gens qui ont des restaurants et qui ont par exemple trois quatre employés en CDI, euh, si vous voyez par exemple qu'il y a une grosse diminution de la consommation, du chiffre d'affaires, n'ayez pas honte, par exemple, par exemple, si vous avez des employés qui sont en CDI mais à temps plein, ben, essayez de négocier avec vos employés la possibilité, par exemple, de les mettre en temps partiel chacun. Donc, pour qu'il y ait un. Voilà, donc peut-être essayer de voir ça. Comme ça, vous allez économiser en charge sociale, en salaire, en masse salariale, vous allez baisser. Donc, vous êtes obligé. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est vraiment. Là, je parle du cadre de la restauration, etc. Peut-être même l'hôtellerie quand ça va reprendre. J'espère que ça va reprendre. Mais il faut vraiment vous battre pour baisser vos charges. Il faut gratter partout. Si vous êtes capable de renégocier, par exemple, le prix de votre loyer, de votre local commercial, essayez de renégocier, vous n'avez rien perdu. Tentez. D'accord? Vous appelez le propriétaire en lui disant, écoute, est-ce que tu es prêt à me baisser pour un an un petit peu mon loyer pour que je puisse résister? Donc, parce que moi, je pense que je vais peut-être pas pouvoir résister longtemps, comme ça. Donc, je suis en train de gratter un petit peu partout pour essayer. Voilà. L'État doit intervenir, comme je disais, pour supprimer peut-être les charges sociales ou les subventionner, c'est-à-dire payer une partie. Peut-être pour aider la restauration, pourquoi ne pas supprimer totalement la TVA, mais aux, aux commerçants, enfin aux restaurateurs, d'augmenter leur marge. C'est-à-dire cette TVA-là qui va être supprimée, ça ne veut pas dire que le client, le restaurateur va baisser son prix. Au contraire, c'est-à-dire il va juste augmenter sa marge. Donc sur un tacos, hein, je ne sais pas, je ne connais pas combien on gagne. Un tacos, un menu tacos qu'on vend à 6 euros, si peut-être tu avais une marge commerciale de 3 euros, là tu vas passer à 3,50 €, 3,80 €. Ça va t'aider à subir cette baisse de la demande, par exemple, à résister. Ça va t'aider peut-être à garder plus de salariés. Voilà, donc j'espère à mon que j'ai répondu à ta question. Voilà. Après, c'est compliqué de parler de toutes les entreprises parce que tous les secteurs, je ne les connais pas tous forcément, hein. J'ai touché à beaucoup de secteurs. J'ai des clients qui me viennent de tous les secteurs. Voilà. Après, moi, je m'inquiète par exemple un petit peu pour les coiffeurs. Je pensais à un copain là qui a un salon de coiffure à côté de mon agence.
Je ne sais pas comment il va faire hein, pour redonner confiance aux clients pour qu'ils viennent. Donc ça va être compliqué. Voilà, ça va être compliqué. Mais je pense que le premier geste que doit faire l'État, c'est de supprimer les charges sociales. Pour les entrepreneurs qui souhaitent continuer, qui sont un peu solides. D'accord. Après, pour les sociétés qui sont extrêmement fragiles, qui vraiment, c'est une catastrophe, je leur conseille d'arrêter. D'arrêter avant que ça aille trop loin. Mettez-vous, fermez votre société. D'accord. N'hésitez pas. Et après, reconcentrez-vous sur autre chose. Essayez de voir. Vous allez peut-être rebondir ailleurs. Ou peut-être rouvrir autre chose quand ça va reprendre. Voilà. Mais si j'ai un conseil à donner aux gens, quand vous voyez que votre société périclite, qu'elle est en train de se casser la gueule, n'essayez pas de vouloir survivre à tout prix. D'accord. De la faire survivre, cette société. Dès que vous voyez que ça ne va pas, vous vous posez, vous réfléchissez, voyez avec votre comptable, voyez avec votre famille. Et si vous voyez que ça ne va pas, vous fermez. Voilà. Mais ce n'est pas un échec, hein. C'est juste une protection. C'est pour protéger votre vie, votre bien, vos biens. D'accord. Voilà. Voilà, donc je pense que là, il y a de moins en moins de monde qui nous suit parce que je pense que c'est le Mouden est arrivé. Donc on va bientôt tous manger. Ce que je vous dis, c'est que je vous souhaite pour ceux qui font le ramadan, Sahaf Tourkom. D'accord. Donc, il y a Toufir Boujma qui me pose une question, mais je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas le temps. Vous en dites quoi d'un jeune homme qui veut investir dans l'immobilier en partant de rien? Donc, si tu n'as pas déjà de fiche de paie, tu peux pas. D'accord. Donc, il faut avoir une fiche de paie, etc. Là, tu pourras commencer à investir dans des petits studios, etc. Mais si tu n'as pas de fiche de paie, tu ne peux pas démarrer comme ça. Moi, je te le dis parce que l'immobilier, les banques, elles sont compliquées, hein. Même si tu leur présentes un projet de malade, si tu n'as pas un salaire à côté pour assumer en cas de problème, ils ne veulent pas financer. On n'est pas en Angleterre. D'accord. Donc je vous dis, Sahaf Tourkom, il y a mon fils qui essaye de défoncer la porte. Attends, doucement, doucement. Doucement, 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 papa, il est en direct. Donc, je vous dis à très bientôt. Al Foufet, merci et salam alaikum. Merci de m'avoir écouté.